C'est important d'avoir ton matelas de sécurité, c'est indispensable. Si tu Ouais. ne l'as pas, tu vas pas être à l'aise. Si tu as 3 problèmes en parallèle sur les 3 biens, ça peut vite coûter cher quand même. Ouais. Et puis en plus, si tu as un problème, tu peux peut-être pas louer. Donc tu as la double peine, tu peux pas louer. Et tu Il n'y a as pas de rentrée d'argent. voilà, des comptes. Enfin, moi j'ai déjà eu, ça se vide très vite quand même. Bon, ça, c'est tous des fonds qui sont assez défensifs, je dirais. Donc 6% depuis 2021, clairement, c'est pas énorme. Comme performance, pas beaucoup de prise de risque, donc forcément, pas beaucoup de rendement. Comme je connais pas beaucoup, je m'y suis pas trop risquée, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui j'accueille Tiffany qui nous vient de La Rochelle. C'est parti. Du coup, Tiffany, tu as 29 ans. Oui. Et tu viens de La Rochelle, tu es infographiste. Tu nous dis que tu es très préoccupée par la transmission à ton jeune âge. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Comme j'ai commencé à investir, il y a aussi l'idée de transmettre. J'ai un enfant aujourd'hui, de 3 ans maintenant. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir transmettre, peut-être que lui, plus tard, puisse continuer un peu sur le même chemin que moi et que tout ça se fasse dans les meilleures conditions. L'argent, ça avait quelle place à la maison ? L'argent, c'est surtout de l'investissement. Mes parents n'ont pas investi. Ouais. Enfin, ils ont eu une résidence principale à eux. Mais par contre, j'avais ma grand-mère qui, elle, a beaucoup investi, que ce soit dans des appartements, des maisons et même dans des terrains. Plus peut-être avec ma grand-mère où j'ai fini par en parler et puis même elle s'est intéressée à comment moi je voyais les choses parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi, je sais que mes premiers achats, je voyais du Airbnb, elle connaissait pas. Ouais. Enfin, elle voyait le Airbnb comme une maison d'hôte. Elle comprenait pas le fonctionnement, elle comprenait pas comment je pouvais gérer ça et du coup, elle a vu aussi un peu comment ça pouvait se passer aujourd'hui et même pour elle, du coup, avoir un petit peu du nouveau, comment ça peut se passer aujourd'hui, comment elle peut aussi, elle, continuer d'investir parce que malgré tout, elle essaye, même à son âge. Ok, incroyable. Du coup, tu nous l'as dit, tu veux créer un patrimoine solide, tu veux le transmettre à ton enfant et peut-être à d'autres enfants plus tard, qui sait. Aujourd'hui, tu as un patrimoine brut de 178 000 euros. Tu es propriétaire d'une maison de ville et d'un studio. Les deux sont en LMNP, donc location courte durée. Oui. Tu fais du Airbnb sur les deux. Sur les deux. Sur les deux. Et comment ça se passe ? Super bien. Super bien. Ouais, vraiment. C'est toi qui gères tout ? Et j'ai quelqu'un qui gère les ménages. Ouais, ok. Mais t'as pas de conciergerie ? Non. Ok. Non, j'ai réussi à trouver quelqu'un à chaque fois juste pour gérer les ménages et pour du coup garder un peu plus pour moi. Ouais. Et du coup, oui, parce que les conciergeries prennent quand même 20% sur ce qu'on gagne. Ah, c'est pas donné, minimum, parce que ça passe même à 22. Ça me permet aussi de garder ce pourcentage-là pour moi, sans que ça paraisse. C'est pas négligeable. Et du coup, question très pratico-pratique, mais c'est toi qui fais les accueils ou t'as des boîtes à clés pour... Boîte à clés. Donc entrée autonome. Entrée autonome. Puis on a vu aussi que beaucoup de monde appréciait ce format-là, l'arrivée autonome, parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui arrive tard. Des fois, ils veulent pas nous voir non plus, quoi. Ils préfèrent arriver comme à l'hôtel, en fait. Ouais, complètement. Donc ça marche bien. Trop bien. On va regarder tout à l'heure les chiffres. Du coup, pas mal d'immobilier. Le reste, il y a quoi ? Il y a des livrets, un peu de cash, enfin pas mal de cash en réalité, 15 000 euros. Donc tu as investi en bourse via ton entreprise, mais toi, tu l'as pas encore fait en direct. C'est via mon entreprise, exactement. C'est intéressant que tu dises que tu n'as pas investi en bourse alors que tu as quand même 9 000 euros. Oui, parce que j'ai pas l'impression de... En fait, je l'ai fait via l'entreprise et en fait, l'action, toi, en fait. J'ai un peu suivi là où on me dirigeait. Ouais. Parce que en fait, de moi-même, je connais tellement peu, j'ai pas pris de risque, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas la sensation d'avoir moi investi en bourse, alors que oui, au final. Au final, t'as 9 000 euros quand même, hein. C'est conséquent. Sur quelques années, en effet. Ça commence à faire pas mal. Du coup, infographiste 3D, c'est quoi concrètement ça fait quoi une infographiste 3D ? Ça crée des images photoréalistes, parce que moi je travaille dans l'architecture, pour des espaces, des bureaux, des entreprises, que ce soit intérieur ou extérieur. C'est comme ça ? Ouais. En fait, tu vas designer, l'architecte va te donner les plans. Souvent, je travaille par exemple pour l'intérieur avec un architecte d'intérieur et qui va peut-être choisir le mobilier et il va me donner à peu près, par exemple, il y a une moquette de telle marque et en gros, moi, je mets tout ça en 3D et le but, c'est de vendre, hein, donc il faut que ce soit beau. Ça vaut pour le client. Et ça, c'est un métier qui change avec l'arrivée de l'IA ? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non plus. Je pense que ça va peut-être commencer un peu, mais ça peut pas tout faire. C'est pas assez détaillé encore. Toi, tu l'utilises dans ta création ? Je l'utilise, mais pas pour créer de A à Z, quoi. Faut que j'ai une base. C'est un outil en plus. C'est un outil. Du coup, tu nous l'as dit, tu es en concubinage, tu as un enfant qui vient d'avoir 3 ans, tu es salarié pour le groupe IDEC. Quoi, le groupe IDEC ? C'est un groupe de construction. Et ils sont basés à Paris, d'ailleurs. Ils font de l'immobilier, ils font des gros projets. Ouais. Propriétaire de 2 biens, ça tu nous l'as dit, tu gagnes 2
150 € net par mois. En moyenne, avec tes revenus d'Airbnb, tu génères 1500 € pour la maison et 1200 € pour le studio. C'est pas mal. C'est intéressant de voir que le studio, il est hyper rentable. Le studio est rentable. Ramener C'est la vraiment surface, lissé sur l'année par contre. Oui. Parce que par exemple, il y a mieux la en été période ou- haute, il va générer vraiment une somme intéressante. Là, c'est un peu plus calme. C'est plus calme. Bon, là, il y a Noël, donc ça fonctionne, mais il y a octobre, novembre c'était un peu plus compliqué, quoi. C'est un peu comme ça quand t'es pas dans une station balnéaire, mais quand t'es dans un lieu de vacances ou proche de la Puis mer, il y a etc. toujours aussi les annulations. C'était une réservation d'1 mois qui s'est annulée. Bon. Dommage. Tu en parlais un peu tout à l'heure, famille sans éducation financière, aucune notion de faire travailler l'argent. Ma famille a toujours accordé une grande confiance aux banques traditionnelles. J'ai donc pris l'initiative de devenir financièrement indépendant dès mon plus jeune âge, finançant mes études et mes logements en travaillant chez McDo, par exemple. J'ai été équipière et dans d'autres petits emplois, mais mon ambition va bien au-delà. Je veux construire un patrimoine grand et durable, devenir rentière, créer quelque chose de véritablement significatif. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Quoi rentière? Enfin, ça veut dire quoi rentière? Qu'est-ce que ça va j'ai envie permettre? d'aller vraiment loin dans le projet, quitte à peut-être à un moment pouvoir diminuer aussi mon travail. Ouais. Et pouvoir T'arrêterais peut-être de travailler? Je me mettrais peut-être en freelance à mon compte. Et donc tu choisirais ton rythme Ouais. et tes clients. Voilà. Donc ça, c'est un objectif. Et tu me dis si à court terme, tu vas acheter un immeuble de rapport. Ouais. C'est pourquoi ça, c'est l'objectif que ça va permettre d'acheter l'immeuble de rapport. De faire du longue durée, Ouais. déjà. J'apprécie l'idée du Airbnb, mais je pense qu'il faut aussi avoir pas que ça, en fait. Je pense que c'est bien Plus de stabilité. plus de stabilité, moins de gestion, sans Ouais. que ça paraisse. Parce c'est beaucoup qu'Airbnb, plus c'est simple, tous les jours. Hein. Ouais, je confirme. C'est intense. Ouais. Et surtout quand on n'a pas de conciergerie. Ouais, c'est du vrai boulot et c'est vrai que le longue durée. Et l'immeuble de rapport, parce que c'est quand même un gros engagement, il y a plusieurs lots du coup, tu vas être... Ouais, l'immeuble de rapport, c'est aussi, ça peut aussi être rien que par rapport aux frais, hein, parce que moi, je cherche quelque chose au minimum, j'aimerais bien qu'il y ait 3 logements, ou 2 logements et un local commercial. Ok. Et parce que du coup, pour un crédit, on a 3 revenus, quoi. Et ça s'autofinance. Ouais. L'objectif est toujours que ça s'autofinance. C'est le cas des 2 autres biens? Ouais. Ok. J'ai jamais eu besoin de donner de ma poche sur les 2 autres. Même avec les impôts, Même avec tous les frais annexes. Même alors la que- taxe foncière plus habitation, parce que j'ai découvert qu'il y avait aussi une taxe d'habitation pour les résidences secondaires de ce type. Ouais, il y a plein de bonnes nouvelles. Et non, je n'ai toujours pas donné de ma poche, donc je suis contente. Ok, donc ça c'est plutôt bien. À moyen terme, tu nous dis que tu veux renflouer le livret A et le LDDS, quoi? Parce que du coup, pour mes 2 premiers biens, j'ai un peu cassé ces 2 livrets pour mettre un apport. Ouais. Et j'aimerais bien les renflouer un petit peu Ok. pour me refaire un petit matelas. Ok. Après, j'ai le LEP qui Le est LEP, ouais. plein et j'aimerais Qui est bien au ne plafond, pas ouais. le casser. Ok. Investir sur autre chose ou continuer sur l'immobilier? L'immobilier, ça a l'air de plutôt bien marcher pour toi. Et d'ailleurs, on va passer c'est ta vrai. stratégie. Et on va regarder ton cash flow. Du coup, il y a ton salaire et il y a les 2 revenus locatifs dont on parlait tout à l'heure. Là, tu mets pas le salaire de ton conjoint ou c'est... Non, c'est volontaire parce que j'investis toute seule. T'as investi toute seule, donc t'as acheté, c'est bien, t'appartiennent à toi. Seule. Ouais. Ok. Et l'immeuble de rapport, vous voulez l'acheter à 2 ou... Non, je veux continuer sur ma lancée comme ça, si possible. Et Ok. puis on verra après, par la suite, où ça nous mène. Mais pour le moment, on trouvait que ça fonctionnait bien comme ça, chacun un peu de son côté. Et lui, il on investit aussi dans l'immobilier lui, de son plus côté? dans la recherche, justement, c'est lui qui me guide un petit peu sur toutes les éventualités qu'on peut avoir en dehors aussi peut-être de l'immobilier, tout ça. Donc, il n'investit pas trop encore. Ok, intéressant. Du coup, investissement mensuel, tu nous le dis, tu fais de l'épargne salariale, on va regarder ce qu'il y a dedans. Un peu de livret, et tu as le livret A, ton fils. Oui. Tu mets 10 €. Tu as le logement, tu es locataire Locataire de ta résidence principale. de ma résidence principale, où oui. tu vis. La vie quotidienne, voilà, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Non, je Les pense abonnements, que c'est- Disney+, ça Ouais, me choque pas. j'ai- Mais bon, il y a Il toujours... augmente d'1 euro là. Ah ouais, ça c'est classique. Les emprunts, du coup, on voit, c'est hyper intéressant. Là, tu génères, on va regarder tout à l'heure sur Finari, mais c'est 573 €, ça c'est pour la maison. Le studio. Studio, ok, C'est ouais. plus donc, important que la maison. ok, et du coup, la maison, là, c'est hyper rentable. Oui. Ouais. Hyper rentable. Si tu louais ça, la maison en longue durée, tu penses que tu la louerais combien? 650, je Ok, donc tu serais aussi cash flow positive. Sur la maison, oui, pas sur. Mais le studio, par contre, je le serais pas. Ok, intéressant. Comme quoi, la façon de louer change grandement le rendement. Et du coup, tu as quand même des charges, tu nous les mets là. C'est quoi ça, toutes ces charges, par exemple, pour la maison? Ça va être l'électricité Oui, c'est toutes les charges qu'on peut avoir à côté,
payer tout, en L'eau, fait, l'eau, EDF. Il n'y a pas de copro, en effet, donc j'ai moins de charges, il me semble, sur la maison que sur l'appartement. Ah non. Ouais, non, t'en as un peu plus, mais elle est plus Oui, grande, mais parce j'imagine, donc qu'il il faut la chauffer. Ouais. Il faut la chauffer, elle est sur 2 étages, donc Plus de surface. plus de surface. Ok, donc en gros, ton cash flow, il y a quand même pas mal de reste à vivre. Ça, cet argent, il part où les 1000 euros qui sont encore disponibles? Ils restent sur les comptes bancaires ou ils sont dépensés un peu comme ça? Pour le moment, le studio, j'ai des comptes dédiés sur chaque logement. Le studio, ça reste, comme ça fait peu de temps que je l'ai, depuis mai, j'y touche pas. Ouais. Je le laisse sur le compte. Okay. Par contre, Chadero, comme ça fait plus longtemps, j'ai demandé à ma banque, d'au-delà des 2000 euros sur le compte, que ça me les transfère sur mon livret A. Okay. Donc, pour toujours avoir 2000 euros, justement s'il y a de battement, une taxe d'habitation qui tombe. Donc, ce qui arrive, donc, ce qui peut arriver. Tu veux constituer un bunker de livret, t'es très livret. Qu'est-ce qui te plaît dans le livret en fait? J'ai plus l'impression que ça rassure les banques pour pouvoir acheter derrière. Donc j'ai l'impression que ça me permettrait de pouvoir avoir d'autres projets et peut-être justement pour l'immeuble de rapport me permettre en gros de convaincre pour qu'on m'accorde le crédit par exemple. Okay. C'est plus pour les banques que pour moi. J'ai l'impression que ça rassurerait plus. C'est intéressant, je pense que ce qui rassurerait, ce serait la capacité de mettre l'apport, avoir cet apport sur un livret. Si j'ai de l'argent sur le livret, ils peuvent se douter que je vais le mettre dans l'apport. Ouais. Donc ils voient Après, tu pourrais l'investir aussi dans autre chose, et si l'investissement est liquide, mais en tout cas, c'est sécurisé. Ce qui est sûr, c'est que si tu as prévu de constituer un apport, le livret est un support adapté. L'idée, c'est de peut-être montrer aux banques justement que l'apport il pourrait être constitué, mais si possible, ne pas le donner, quoi. Ne pas l'utiliser. On va regarder après comment tu as eu tes emprunts. Et tu veux continuer à acquérir un bien par an, donc c'est quand même c'est du boulot. Avant de passer aux questions, on va regarder ton compte Finari. Du coup, immobilier, il y a les 2 biens. Donc là, il y a l'appartement, il fait 30... Ça, c'est le studio, du coup, j'imagine? Oui. 30 mètres carrés, tu viens de l'acheter. T'as fait un bon coup sur l'achat, tu penses? Je pense que je suis dans... T'es dans le marché? Dans le marché. Ok. Après, là où je suis pas trop mal, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de travaux. Ok, donc t'as pu le mettre en loc très vite rapidement, derrière. Ouais. En 2 semaines, c'était... Ouais, ça c'est quand même hyper pratique. La maison, elle, tu l'as achetée en août 2024, 50 mètres carrés, petite maison. Il y a un extérieur? Non, pas d'extérieur. C'est une maison de ville. Ok, maison de ville. Et du coup, là pareil, même question, est-ce que tu l'as bien acheté ici? Ouais, je pense parce que elle est classée. Okay. Donc je pense que c'est pas trop mal. Elle non plus, il y avait eu des rénovations sur les 2 étages. Il n'y a pas eu tellement de choses à faire en un mois, c'était en location aussi. Donc j'ai avancé, on va dire, le premier mois de crédit et après ça s'est autofinancé tout de suite. Après c'est parti. Mais justement, les crédits du coup, il y a cet emprunt là. T'as mis combien d'apports sur l'emprunt? On voit que t'as emprunté 77 000 euros ici. J'ai mis les frais de notaire. T'as mis les frais de notaire. Donc c'était près 100 000 euros, peut-être un petit peu moins de 5 000 euros. Ouais, ok. Donc c'est tout. C'est plutôt un bon deal. Et oui, parce qu'il n'y avait pas de frais d'agence. Et ça, c'est sympa aussi quand on trouve un achat sans agence, ça fait des petites économies quand même. Et comment t'avais fait? T'étais passé par Le Bon Coin, tu regardais toutes les annonces C'était sur Facebook que j'avais trouvé. Ah ok, je sais pas. C'est ma mère qui me l'a envoyé en me disant moi j'ai vu ça, ça a l'air sympa. Et pour le coup, merci maman, parce que c'est clair. Ça était au bout. Elle a du nez. Et là, ici, pareil, sur la maison, t'as mis combien d'apports? J'ai mis 8 000 euros. Ok, donc un peu moins de... T'as mis 8% pareil, à peu près les frais de notaire en fait. Ouais. Plutôt des très bons effets de levier. Après, tu nous as dit que tu avais des livrets, toujours à la caisse d'épargne. Donc ça, c'est le fameux LEP, livret d'épargne populaire. Ouais. L'épargne salariale, qui est du coup investie dans quoi? Qui est investie en bourse. Alors ça, c'est du monétaire. C'est un fonds très sécurisé. Enfin, il n'y a pas vraiment de grands risques. C'est là où je te disais tout à l'heure que je suis un peu allée là où on nous conseille d'aller quand on ne connaît pas trop quoi. Ouais, on va regarder ce qu'il y a là-dedans dans Avenir Rendement. Ça m'a l'air d'être, tu vois, ici on peut voir le niveau de risque sur 7. 1 étant, il n'y a aucun risque. Ouais. 7 étant très risqué. Si a priori on est sur 2, on n'est clairement pas dans quelque chose de très risqué. Je pense que c'est de l'obligataire. J'essaie de voir ici l'indice de référence, ouais, c'est ça. C'est de l'obligataire qui est intéressant. Ça, je regarde les frais, est-ce qu'on les voit ici? Bon, les frais sont hyper faibles, plutôt bien. Donc ça, c'est tous des fonds qui sont assez défensifs, je dirais. D'ailleurs, on voit ta performance sur la période. Bon, elle est pas mal en réalité, 6%. Ça fait combien de temps que tu investis dans ce plan d'épargne? Je dirais depuis 2020 ou 2021. Ouais, ok. Donc 6% depuis 2021, clairement, c'est pas énorme comme performance.
parce que t'as pas Prise pris de risque. voilà, pas beaucoup de prise de risque, donc forcément pas beaucoup de rendement. Il y a pas de enfin c'est pas une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est juste un fait quoi. Bon, on va regarder après. J'imagine qu'il y a d'autres allocations qui sont proposées par l'entreprise. Oui, il y a plusieurs choses, mais je connais pas. On va regarder. Voilà, comme je connais pas beaucoup, je m'y suis pas trop risquée quoi. Bah t'as raison, il faut comprendre avant d'y aller. Et du coup, si on regarde tes questions, la première c'est devrais-je acheter de l'or? J'ai voulu acheter un lingot à la naissance de mon fils, puis les prix s'est envolé. Ouais, parce qu'en fait j'avais fait une liste de naissance pour son arrivée, pour la blague en quelque sorte. J'avais mis un lingot en me disant bon, bah, sur un malentendu ça peut passer. Quelqu'un pour en acheter un. Et là cette année par hasard, je l'avais encore cette liste, je suis allée voir et le prix il avait doublé. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis interrogée, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup? Oui, je pense que ça peut valoir le coup. Ce que je voulais te montrer, c'était ça. Ça, c'est l'évolution du prix de l'or, tu vois ici en bleu, face à l'indice principal de la bourse américaine. Et donc on voit que sur une période très très longue, de 1992 à aujourd'hui, donc vraiment long quoi, on voit que la bourse américaine surforme largement l'or. Donc l'or en fait sur ces dernières années a très très bien fonctionné, fonctionne beaucoup mieux que la bourse, là sur les 15 dernières années à minima. Mais sur le long terme en fait ça reste un actif qui est improductif. Ouais. Donc je pense que c'est un bon actif de défense, mais ton profil en réalité est déjà assez défensif. Donc je suis pas sûr que j'irai rajouter de l'or là-dedans. Ouais. Et l'autre sujet, c'est qu'un lingot, ça coûte 115 000 euros. En réalité, je pense que c'est plutôt les lingotins qui pourraient être intéressants. Donc là, on voit, lingotin, c'est 500 grammes par exemple. Mais t'en as des bouquets, tu as un 20 grammes. Mais ça coûte cher déjà, tu vois, c'est un... Oui, celui que j'avais mis à la base, il devait être à 5 000 euros. Ouais. Et là, j'ai regardé, il était à 11 000. Ouais, tu vois, c'était le 100 grammes, j'imagine. Donc c'est cher, faut le stocker. Bon, ça, tu peux prendre un coffre à la banque et à la limite, ça va te coûter, 150 euros par an, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est un actif assez défensif et dans ton profil qui est déjà très défensif, je suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation du capital. Et en fait, surtout, si tu veux l'acheter pour ton fils, il a 3 ans aujourd'hui, tu peux te dire, bon, peut-être tu vas vouloir lui financer ses études, donc ce qui va compter, c'est ce qui va se passer sur les 15 prochaines années, en fait, pour qu'à sa majorité, il puisse acheter une voiture ou même payer toutes les études, ça serait bien. Sur ça, je pense que la bourse serait plus adaptée. D'accord. Et en réalité, ce qui pourrait être intéressant ici, un sujet qui pourrait être intéressant, c'est d'ouvrir un compte titre et d'y mettre, par exemple, un ETF. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir investir tous les mois, par exemple, 100 euros sur cet ETF, donc faire des versements programmés. Donc l'idée, c'est pas de choisir le moment où tu investis, mais juste, tu vois, tu investis régulièrement. Et du coup, à sa majorité, en fait, tu vas pouvoir lui faire une donation de ce compte titre. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu vas pouvoir lui donner sans payer d'impôt sur la plus-value. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Donc en fait, tu vas pouvoir, ce qu'on appelle, purger les plus-values. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Donc concrètement, on prend un exemple. On va dire que tu lui donnes dans 15 ans un compte titre qui vaut 50 000 euros. Très gros compte titre. Et sur ces 50 000 euros, en fait, il y a 45 000 euros de plus-value et il y a 5 000 euros de toi, t'as mis en fait. Ouais, ok. En gros, au lieu de payer 30% sur 5 000 euros, tu paieras 0. Donc lui, en fait, il va hériter des 50 000 euros et ne paiera pas d'impôt sur la plus-value. Donc lui, c'est comme s'il repartait à 0 en fait. D'accord. Donc c'est un énorme avantage. Selon toi, par exemple, là, les revenus Airbnb, au-delà des 2 000 euros, je les mets sur le livret A. Ouais. Pour toi, vaudrait mieux en mettre un peu sur les deux ou carrément juste mettre sur le compte titre? En fait, ce qui est sûr, c'est que il y a deux choses. Il y a investir pour toi et investir pour ton fils. En réalité, tu vas pas utiliser les mêmes supports parce qu'il n'y a pas le même objectif. Je pense que tu as envie d'investir pour toi, mais tu as aussi envie d'investir... pour moi, c'est un peu pour lui plus tard, quoi. Exactement, c'est un peu pour lui plus tard, donc tu peux anticiper. Donc effectivement, c'est important d'avoir ton matelas de sécurité, c'est indispensable. Si tu ne l'as pas, tu vas pas être à l'aise. Si tu as 3 problèmes en parallèle sur les 3 biens, ça peut vite coûter cher quand même. Et puis en plus, si tu as un problème, tu peux peut-être pas louer. Donc tu as la double peine, tu peux pas louer. Et il n'y a pas de rentrée d'argent. Voilà, donc ça va, les comptes, moi j'ai déjà eu, ça se vide très vite quand même. Dès qu'il y a un petit souci, ça va vite coûter 500, 1000 euros, 2000 euros. Donc je pense que c'est bien de constituer le matelas de sécurité. Par contre, j'ai l'impression que tu as quand même une situation professionnelle stable, tu as des revenus stables. T'as pas besoin d'avoir 1 an de cash, surtout que tu es bien s'autofinance. Une fois que tu as défini le montant de ton matelas, par exemple 6 mois on va dire, au-delà c'est vrai que tu peux investir et là moi j'irai investir tous les mois en bourse parce que ce qui est sûr c'est que si tu investis sur le livret A ou sur un autre livret, ton rendement ça sera 1%, 1,5% maximum par an, donc ça va pas faire grand chose. Et donc en fait c'est l'erreur que fait la génération de nos parents et de nos grands-parents. On nous a ouvert un livret à la naissance, mais en fait 18 ans plus tard il n'y avait pas beaucoup d'intérêts. Il y avait ils avaient mis pas mal dedans, mais les intérêts sont très petits parce que c'était 2%, 3%, c'était un peu plus à l'époque quand même. Donc
c'est ça le sujet, c'est si tu fais que le livret, bah, ton rendement il sera très faible, aucun risque. Donc si tu fais un peu de bourse ou autre chose, hein, tu pourrais faire aussi, tu pourrais dire je vais lui acheter de l'or tous les mois. C'est juste que moi j'aime un peu moins l'or parce que l'or ne produit rien. Une entreprise, elle produit, toi ton entreprise produit des immeubles et du coup il génère des profits. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de réel quoi. Comme la crypto ne produit rien, donc c'est un actif de diversification. C'est pas un actif qui est au cœur de ton patrimoine. Toi avec ton immobilier, tu rends un service et donc tu encaisses des loyers. C'est intéressant. L'or pour moi c'est la diversification. Donc ouais, je pense que ça serait intéressant si ici sur cette somme là, bah, tu investissais pour ton fils sur un compte titre et je pense que le mieux c'est de faire un ETF parce que les frais seront vraiment très très bas. Et de faire un ETF très large, plein d'indices. Il y a le MSCI World, mais bon, encore une fois, tu regarderas. Mais au moins je sais aussi ce que je peux viser et là où je peux aller prendre les informations quoi, parce que sinon il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais je te donnerai mon livre, comme ça tu pourras jeter un œil. Comment utiliser mon cash flow immobilier pour investir efficacement dans d'autres supports sans prendre trop de risques? Bah, je pense que ça c'est un peu la phrase, tu vois, là tu veux un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi. Tu veux gagner, mais tu veux pas prendre de risques. Ah, si c'est possible. Ça n'existe pas, et ça je pense que je vous le dis très souvent, il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a juste pas de miracle, il y a ce qu'on appelle la courbe risque-rendement, rendement-risque. Donc là, on voit, il y a toutes les classes d'actifs et donc, par exemple, là, il y a les SCPI. Tu parlais des SCPI. Bah, on voit que le risque, eux, ils considèrent que le risque est un peu moins de moyen. Il n'est pas faible, mais il n'est pas non plus moyen, donc c'est entre les deux. Le livret, ça serait vraiment faible. Le fonds que tu as dans ton épargne salariale, fonds monétaire, ça serait ici. Par contre, le rendement, du coup, est assez faible. Donc on voit que les SCPI, c'est un peu plus rentable. Voilà, le risque est plus réduit. Donc plus tu montes en termes de rentabilité, plus tu prends du risque, hein, c'est obligatoire. Donc si tu veux générer plus de rendement, en réalité, le principe de base, ça va être de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, donc ça va être de diversifier. Tu as beaucoup d'immobilier physique. Je ne suis pas sûr que faire de l'immobilier papier, de la SCPI, ça soit le truc que j'irais faire. Parce que tu as déjà de l'immobilier, j'ai l'impression que tu maîtrises super bien le sujet, tu as des biens qui sont cash flow positifs, tu as plutôt intérêt à continuer à acheter des biens, en plus ça a l'air de te plaire. Par contre, tu peux diversifier et dire, bah, je vais faire un petit peu de bourse en parallèle, je vais peut-être acheter un petit peu d'or aussi en parallèle. Ça, c'est des choses qui sont, tu vois, diamétralement opposées, l'immobilier et la bourse. Oui, quitte à changer, elle est à l'opposé. Exactement, je pense. Par contre, il faut bien comprendre que le taux de rendement annualisé, le taux de croissance annuel de la bourse américaine, c'est 11% sur cette période. Donc c'est énorme, 11% par an, c'est beaucoup. Tu vois, le livret, c'est 1,7. Par contre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'écart type 6, ça va être la variation des prix. Le risque, en gros, c'est à quel point les prix bougent. Bah, c'est 15% par an, donc c'est beaucoup en fait. Tu vois, ça peut baisser. Oui, ça peut baisser, mais ça peut aussi bien remonter, quoi. Ça peut bien remonter. Donc tu as des années où tu peux faire moins 50%. Ça, faut être prêt à l'accepter aussi. Tu vois, regarde, on voit là, il y a une année, tu as fait moins 13%. Bon, là, les dernières années ont été très bonnes en réalité. Mais tu vois, en 2008, si tu avais fait de la bourse américaine, tu aurais fait moins 33%. Donc ça, faut l'encaisser. Tu mets 10 000 euros, tu te retrouves avec 7 000 euros. C'est pas très agréable. Faut avoir le courage de laisser pour que ça remonte, quoi. Ou même réinvestir. Parce que finalement, on peut se dire, ah tiens, les prix sont intéressants, ou les prix ont tellement baissé que je pense que le marché a surréagi. Du coup, j'ai réinvesti. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est très dur de savoir quelle année va être bonne, quelle année va être mauvaise. Tu vois, là, il y a une année à 49%. Quelques années plus tard, il y a une année à 39%. Enfin, tu vois, c'est impossible. C'est quasiment aléatoire, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que tu fais déjà ici, en réalité, c'est d'investir tous les mois. Et de vraiment automatiser ça. J'appelle faire le système, quoi. Tu réfléchis pas. Peut-être aller chercher un peu plus de risques. Un peu plus. Pour que ça... Mais d'y aller progressivement. Voilà. Tu vois, si tu me dis, bon allez, je mets 1 000 euros par mois sur la bourse, un peu tôt, tu vois. Vas-y progressivement. Et dans un an, tu te sentiras plus à l'aise. Tu pourras peut-être augmenter un peu les doses. Devrais-je me lancer en freelance ou exercer cette activité en complément de mon emploi actuel? Bah, ça, c'est à toi de me le dire, de répondre. Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu as envie? Pour moi, ça, c'est aussi un risque. C'est compliqué même pour réinvestir après quand on est en freelance. Pourquoi ça serait compliqué? Bah, les banques font moins confiance à quelqu'un en freelance que quelqu'un. Ah, tu veux dire pour un crédit? Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah bah ça, c'est... Donc rien que ça. Bon, après... Tu peux emprunter quand même. C'est juste que si tu as pas de bilan... Voilà, il faut quand même... Généralement, on dit il faut 2 bilans. Alors tu peux emprunter avec un bilan en réalité. Puis ta banque, toi, peut-être qu'elle te connaît. Tu as quand même des biens qui fonctionnent. Oui, je pense qu'il y aurait moyen de parler, quoi. Mais Après, tu peux aussi faire un truc malin. C'est que tu peux dire, tu prends par exemple ton crédit. Le mois d'après, tu te mets en freelance, tu vois. Comme ça, tu as ton crédit. Le prochain crédit, ça sera dans un an. Et tu te dis, bah, d'ici là, mon activité, elle sera vachement lancée et tout. Mais peut-être que tu pourrais lancer ton activité freelance en parallèle de ton job. Alors, il faut vérifier dans ton contrat de travail que tu as le droit. Important. Hein. J'en suis là, dans le projet. Je pense que c'est la négociation du moment. Bah voilà, tu vois, je pense que il y a un statut qui est super, qui s'appelle la micro-entreprise. Tu peux commencer comme ça et tu vois bien. Avant de réfléchir à la structure, au machin, il faut déjà que tu aies des clients. Si tu vois que ça marche, là, c'est pour ça qu'il faut négocier avec l'entreprise actuelle. C'est le plus important. Se faire un peu les contacts avant de partir, quoi. Que penses-tu de
l'assurance vie, des unités de compte pour transmettre des biens. Bah, tu as des avantages successoraux dans l'assurance vie, tu peux transmettre, tu as des abattements. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'héritage... L'héritage est très taxé. C'est-à-dire que si c'est pas... Mais de toute façon, ça, c'est comme dans tout, tu touches à l'argent, c'est si c'est pas anticipé, tu vas payer plein pot. Donc l'héritage, effectivement, c'est hyper taxé. On a l'impression qu'en ce moment, ils veulent un peu bloquer sur tous les côtés, quoi. Bah, le budget de l'État est largement déficitaire, donc il faut trouver des nouvelles sources de recettes. Bah, les héritages, c'est une source très facile. L'assurance vie, tu peux transmettre 152 000 € par enfant sans droit de transmission, donc c'est énorme en réalité. Mais c'est un outil parmi d'autres outils dans ta boîte. Je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'assurance vie. Non, j'en ai pas. Bah là, c'est très simple. Le mieux, c'est de prendre date, et c'est l'avantage de 152 000 €, tu le débloques au bout de 8 ans. Ok. Donc tu vois, tu as le temps encore jeune, mais par contre, le faire maintenant, c'est un excellent réflexe parce que du coup, tu seras en âge de recevoir quelque chose, et là, tous les avantages seront activés, tu pourras faire ce que tu veux. Et du coup, les unités de compte, bah, c'est une très bonne question, tu vois. Regarde, si je reviens à mon histoire de coupe-rendement, aujourd'hui, le fonds en euros, il est plutôt par là. Donc, il est un peu plus risqué que le livret A. Le livret A, lui, il n'y a vraiment aucun risque. Le fonds en euros, il est un peu plus risqué, même si c'est anecdotique, et le rendement est un peu plus élevé. Mais, du coup, c'est pas ça qui va vraiment développer ton capital. Ça va le développer, mais de façon très lente. Okay. Donc, typiquement, tu vois, si tu avais 60 ans et que tu me disais, moi, ce que je veux, c'est sécuriser mon argent pour la retraite, je t'aurais dit, le fonds en euros, c'est génial. Okay. Parce que il n'y aura pas de super bonne surprise à la hausse, mais en même temps, il n'y aura pas non plus de drame à la baisse. C'est quelque chose qui va sécuriser. Toi, là, ton fils, si tu veux lui transmettre, tu as le temps. 15 ans, tu as 20 ans potentiellement. Autant aller chercher de la performance. Et donc, les unités de compte, qui peuvent être des actions, qui peuvent être des SCPI, qui peuvent être plein de choses en réalité, eh bien oui, c'est ce qu'il faudra aller faire. Et encore une fois, ce que je te recommande, c'est de faire des ETF, quelque chose de très large, et de le faire de façon régulière. Oui, tout ça se rejoint aussi. Ouais. Tu vois, sur Finari, on a une assurance qui s'appelle Finari Life, on peut faire du versement programmé. Je crois qu'on a 75 ou 80% des clients qui activent l'option versement programmé. Donc tous les mois, ils investissent, mais de façon automatique. Et c'est ça en fait qui fait... Oui, j'avais vu qu'il y avait une assurance. C'est ça qui fonctionne, mais tu peux l'ouvrir n'importe où en réalité. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que vous créez le réflexe d'investir. Et ce qui est trop bien avec l'assurance vie, c'est que tu peux activer le versement programmé. Et là, du coup, tous les mois, ton compte est débité, c'est investi, t'as rien à faire, quoi. D'accord. Que sont les ETF, les SCPI, les cryptos? Bon là, mon livre, faut lire mon livre, faut regarder la vidéo. On y a un petit peu faut se former. Mais ce qui est super important, faut d'abord comprendre, poser des questions et ensuite y aller, tu vois. Faut pas se dire oulala, les cryptos, j'ai un copain, il a fait plus 10 000%, j'y vais. Oui, complètement. Sinon, j'y serais allé déjà. Bah, et voilà, et c'est très tentant, mais il faut pas FOMO. Comment gérer des actifs chronophages volatiles comme les cryptos sans y consacrer tout le temps? Bah, il faut comprendre. Ouais. Ensuite, il faut décider si, tu vois, toi, dans ton schéma, est-ce que ça s'inscrit dans ce que tu as envie de faire? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es plutôt dans une phase où tu vas étendre à la bourse avant de passer à la crypto. Donc la crypto, moi, je regarderai pas pour l'instant. Les SCPI, on en a parlé, je pense que c'est très proche de ce que tu fais. Oui, donc, à part si demain, tu me dis, je veux plus faire d'immobilier. Non, donc je regarderai les ETF. J'irais bien comprendre. On a parlé beaucoup de l'assurance vie qui pourrait être intéressant. On a parlé du compte titre pour ton fils, pour la transmission qui pourrait être intéressant. On n'a pas parlé du PEA qui pourrait être aussi intéressant. Mais voilà, tout ça, c'est des outils. L'idée, c'est de bien te former. Et ensuite, quand tu te sens à l'aise, t'y vas. Et pas oublier qu'il y a des compteurs fiscaux que tu peux lancer, 8 ans pour l'assurance vie, 5 ans pour le PEA. Mais là, t'es dans les clous. L'idée, c'était aussi de savoir justement dans quelle direction aller, quoi. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses que... Pour moi, la direction, c'est bourse et c'est continuer l'immobilier, ce que tu fais très bien. Comment répartir livret et investissement? Écoute, ça, faudra voir, je pense, le moment venu où tu te seras fait une religion. Moi, j'attendrai d'avoir ton immeuble de rapport, d'avoir fait l'investissement avant de décider. Et je regarderai aussi pour la partie épargne salariale. Moi, je regarderai les autres profils. T'es quand même encore jeune, t'as du temps devant toi, t'as de l'épargne. Je pense que tu peux augmenter un peu le niveau de risque. Tu vois, t'es à 2/7, là, ce qu'on voyait. Sachant que ça, c'est 1/7, ça, c'est 2/7. Alors ça, faudrait regarder, mais à mon avis, tu vois, les montants sont très faibles. Donc en gros, là, ton allocation est vraiment très sécuritaire. Je pense que tu pourrais monter à peut-être 3-4/7. Et encore une fois que t'es à l'aise, et du coup, bah, tu pourrais aussi avoir des rendements qui sont un peu supérieurs, parce que là, en réalité, là, ton rendement a à peine battu la hausse des prix, donc l'inflation. Oui, donc, ça bouge pas. Ça bouge pas très vite, et donc t'as perdu du pouvoir d'achat. Même si le montant a augmenté, ce que ça achète, ça achète de moins en moins, parce que les prix augmentent. Comment préparer la transmission du patrimoine familial? Bah ça, je pense que tu l'as dit, t'es en concubinage. Là, il y a quelque chose de très simple, c'est d'aller voir un notaire. C'est un peu morbide, ce que je vais dire, mais c'est faire un testament. Je sais pas si t'as fait un testament, mais voilà, faire un testament. Il y a plusieurs types de testaments. Tu peux faire un testament mystique, tu peux faire un testament où personne ne sait ce qu'il y a dedans, un testament où le notaire le rédige pour toi. Enfin, il y a plein d'options. Moi, j'irai voir un notaire. Ça va te coûter 300 €, quelque chose comme ça. Mais au moins, tu auras des réponses sur ce sujet-là. Oui, pour me donner des infos, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que si c'est pas encadré, généralement, ça va faire très mal au moment de la transmission. Tu es vraiment dans le bon timing. Il faut mettre en place les outils et je pense que le notaire est vraiment ton interlocuteur idéal. Et moi, j'irai faire le testament en premier. Du coup, ta note, Finari, 80/100. Où est-ce que ça pêche? Pas de PEA encore. Bon, la partie bourse, en réalité,
Tu as investi un petit peu en bourse, mais on l'a dit via ton épargne salariale. Voilà. Il y a encore pas mal de trucs à faire, les ETF, le PEA, le compte titre, investir tous les mois, prendre date sur une assurance vie. Bon, bah, du coup, c'est un peu le projet maintenant. Voilà, là tu as la liste de courses, t'as pas fait de crypto, mais ça pour l'instant, voilà, j'ai pas l'impression que ça soit le sujet. L'objectif clairement défini. C'est vrai que ton objectif aujourd'hui il est un peu flou parce que tu nous dis tu veux mettre les livrets au max, mais en fait c'est pas un objectif. L'objectif ce serait par exemple me mettre à mi-temps, pouvoir être en freelance et passer plus de temps avec mon fils. Oui, c'est vrai. Et du coup, peut-être que pour ça tu vas mettre les livrets au plancher, mais tu vois, ça serait le moyen, pas la finalité. Oui, c'est un peu le moyen pour peut-être avoir les crédits et arriver à acquérir d'autres biens. Exactement. Pour arriver à... Mais je pense que c'est pas les livrets qui comptent, c'est l'apport. Mais je pense que la partie immobilier, tu gères très bien. Et tu as un patrimoine suffisamment liquide, pas trop en réalité, parce que tu as quand même beaucoup d'immobilier. Mais bon, c'est aussi ton choix. Moi, je trouve ton profil top. Je pense que tu as toutes les clés en main. Tu es une super investisseuse immobilière. Il faut quand même le dire. Tu fais du cash flow positif sur tous tes biens. Donc J'espère que ça continuera. J'espère que ça continuera aussi pour toi, mais je me fais pas trop de soucis, surtout que si tu achètes dans ta ville, que tu connais maintenant et que tu sais comment exploiter les biens, il n'y a pas de souci. Et peut-être que ce qu'on pourrait se faire, c'est refaire un point dans un an quand on aura mis en place, mis en musique tout ça. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Et si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, si vous voulez être à la place de Tiffany, écoutez, vous postulez dans le lien dans la description. Et puis on se donne rendez-vous dans une semaine pour des nouvelles analyses. À plus, ciao.